présentation de toutsurlehockey.com. Décembre 2021, bienvenue dans un nouvel épisode du TSLH Podcast. Je suis accompagné ce soir de Max et Pascal. Les boys, je vais faire ça rapidement parce que Max, il faut qu'il aille se coucher. Mais on a quand même un menu assez chargé ce soir. On a quand même on a un bon petit menu chargé. On va parler tout d'abord des changements qui se sont passés dans la Ligue nationale, c'est-à-dire du côté du Canadien. Marc Bergevin a été congédié. On n'a pas fait de podcast là-dessus, fait qu'on va revenir. On a parlé beaucoup de ça à l'écrit, mais on va se partir une petite discussion là-dessus. On va parler aussi des changements à Vancouver et avec les Flyers, parce qu'ils ont congédié Alain Vigneault aujourd'hui. Par la suite, on va vous présenter nos chroniques de la journée, nos petites chroniques individuelles. Max va nous parler des sénateurs. Puis son défi, ça va être de ne pas parler d'Eric Brandstrom. S'il vous plaît. Moi, de mon côté, je vais parler de Jack Eichel et de son retour avec les Golden Knights de Vegas. Pascal, j'ai un sapré blanc de mémoire. Peux-tu me rappeler de quoi tu nous parles aujourd'hui? Logan Mayou. Non, je vais parler de... je vais parler de la course un peu au Calder. Les 5 meilleurs espoirs en ce moment. Les 5 meilleurs. Les autres qui ont les 5 qui ont plus de points. Je vais parler un peu de ceux-là. J'ai écouté un peu de match. Parfait. Excellent. Fait qu'on vous rappelle que le TSLH Podcast est une présentation de Barbe Noire. Vous pouvez aller les liker sur Facebook et commander aussi en ligne au barbenoire.com. Puis, on vous rappelle que notre excellent épisode, notre excellente émission, parce qu'on est en vidéo, fait que c'est vraiment une émission. Notre épisode sur le top 32 de TSLH Espoir, donc moi, Pascal, j'allais dire Max, mais malheureusement, il était pas présent. En fait, il était présent, mais il était caché. On l'a juste pas impliqué. C'est ça. Fait que c'est ça notre épisode du top 32 de TSLH Espoir. Pascal, moi et Simon Servant, on vous présente nos espoirs. Un top 32 préliminaire, nos espoirs favoris pour l'instant pour le repêchage 2022. Vous pouvez le consulter en vidéo sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes avec tous nos autres épisodes. Fait que les boys, on start ça avec le Canadien. Marc Bergevin est parti. On en a parlé suffisamment dans les textes, mais je vous lance une question. Je passerai pas par 4 chemins. Je vois le chandail à Pascal dans le background vidéo parce qu'on se parle puis on se voit présentement. Est-ce que Patrick Roy à Montréal, c'est oui ou c'est non? C'est non, mais parce que c'est pas le meilleur candidat selon moi. Il n'est pas le meilleur CV. C'est pas le gars, malgré que ça a été un gagnant en tant que joueur depuis 2006 au niveau des remparts, ça l'est pas. Je pense qu'il a gagné une coupe du président ou une coupe Memorial, je m'en souviens pas. Ouais, dans les années de Radulov, là, pis tout ça, là, me semble. Ouais, c'est ça. Je me demande s'ils ont gagné la coupe. Je me demande s'ils ont gagné la coupe du président. Mais je sais qu'ils se sont rendus à la coupe Memorial, là, mais. Ouais. En tout cas, c'est vague dans mes souvenirs. Mais de recent memories, il n'est pas tant gagnant avec un des marchés, le plus gros marché de la LHJMQ. Donc, non, moi, c'est pas à tout un candidat. Oui, tu sais, ça serait le fun, sûrement. Ça ferait jaser, ça ferait du clic en masse, mais sérieusement, je pense pas que niveau hockey, ce serait la chose à avoir. Tu sais, Gorton, j'ai quand même confiance en lui, en son plan et tout. J'ai hâte de voir son équipe. Je pense pas que Roy va en faire partie. Tu sais, juste la façon qu'il a utilisé les médias pour passer son message, pour faire passer le Canadien un peu pour des épais. Il est au courant que le Canadien aime pas ça. Fait que il a fait ça. Il sait qu'il n'y aura pas d'appel. Il a juste fait ça pour
mettre la merde un peu comme Gravel disait dans le retour. J'étais vraiment d'accord avec lui. J'avais un peu la même opinion, le collègue de Max à Radio Boulevard. Donc, d'après moi, il a juste fait ça en connaissance de cause qu'il n'allait pas être appelé puis qu'il met de la pression sur le Canadien pour faire parler de lui un peu, mais à mes yeux, il est vraiment pas un candidat. Je vais vraiment dans le même sens. Tu sais, comme niveau connaissance hockey, je vois pas nécessairement ce qu'il a prouvé de plus que plein d'autres candidats qui sont en course en ce moment. Si on parlait de la job de coach, ben là, j'aurais peut-être une autre opinion complètement. Comme coach, j'aimerais ça voir l'émotion de Patrick Roy, puis j'aimerais ça voir Patrick Roy derrière le banc. Mais comme GM, sans job de coach, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un Mathieu Darche, par exemple, ou d'un Madden Junior ou nommez-les, là. Il y en a à la tonne dans les rumeurs, là. Je vois pas pourquoi Roy aurait une coche de plus ou une avance pour la job. Tu sais, surtout, pour moi, tu sais, Garton, niveau connaissance hockey, niveau vision, tout ça, il est là puis il est dans les bons de la LNH. Fait avec lui, moi, ce que je veux vraiment voir, ce que j'aimerais voir, c'est un jeune gars de chiffres peut-être pour que ce soit statistique avancée, analyse, parce que Gorton a dit qu'il voulait plus travailler avec ça, que ce soit chiffres, finances, tout ça pour mieux gérer le plafond salarial. Je veux vraiment avoir un gars de chiffres. Puis je pense que Mathieu Darche serait vraiment bon dans cette position-là. Ça prend une tête hockey. C'est le poste de GM, là, ça prend une tête de hockey. Je dis pas que Patrick Roy n'est pas une tête de hockey, mais souvent l'argument qui sort, c'est Patrick Roy, c'est un winner, il accepte pas la défaite, il y a de l'émotion, il est émotif. Mais moi, là, un DG qui est trop émotif, je trouve que ça nuit au travail. Puis de dire qu'on veut Roy parce que il est combatif, qu'il est émotif, qu'il est passionné, je m'excuse, là, mais Marc Bergevin, là, il l'était tout autant. Là. Fait que de vouloir Patrick Roy pour ces qualificatifs-là, ça vient dire que Bergevin ne l'était pas assez. Je pense qu'on l'a vu l'été passé. On l'a vu l'été passé qu'il l'était. Là. T'sais, de dire que Bergevin n'était pas passionné dans son poste de GM, c'est se mettre la tête dans le sable en maudit. Là. Il était aimé de ses joueurs aussi, juste avoir leur réaction avec lui. Là. Patrick Roy, je suis pas sûr qu'il serait tant aimé par ses joueurs, là. Mais Bergevin était très proche de ses joueurs. Puis tu sais, je suis tellement d'accord avec ton point, Max, que moi, Patrick Roy, je le vois comme coach à Montréal, mais pas comme DG. Puis tu sais, les qualificatifs qu'on dit, tu sais, c'est un gars qui est dur avec ses joueurs, puis le monde ne se pognera pas le cul, puis c'est ça que ça prend à Montréal, parce que là, l'effort est pas là, puis tout. Mais c'est drôle, tu sais, un certain John Tortorella faisait la même chose, puis on était prêt à le crucifier sur la place publique. Puis là, quand on parle de Patrick Roy comme DG, tous ces qualificatifs-là, on se dit, ouais, mais tu sais, comme DG, il va être plus calme, il va être plus ci, pis ça. Ouais, mais tu le veux pour sa passion. Puis là, tu te dis que quand il va être DG, là, il va être comme plus calme. Tu sais, à un moment donné, moi, c'est coach. DG, non. Patrick Roy, c'est une tête de hockey, mais il a gagné un Jack Adams. Il a pas gagné le trophée du meilleur DG de l'année. Tu sais, fait que pour moi, c'est vraiment plus ça, tu sais. Puis je veux la meilleure tête de hockey, que ce soit Mathieu Darche. Il parlait de stats avancées, je serais quasiment plus content que ce soit Jack Hahn qui vienne comme DG que Patrick Roy. Là. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Mais tu sais, pour le statut gagnant, ce qui est étonnant avec la victoire, c'est que c'est un processus. Le Canadien, en ce moment, il ne peut pas prendre de raccourci pour aller vers la victoire. C'est vraiment un long processus. Il va falloir qu'il implante avec un plan établi. Puis un gars émotif, ce que ça fait, c'est que ça prend des raccourcis. Donc là, comme Bergevin il a fait avec le 10 matchs dans la série en 2020, c'est exactement un choix émotif et d'argent, sûrement avec Molson. Ne veut pas vous le dire, il y a sûrement de l'argent impliqué là-dedans. Fait que tu sais, selon moi, là, un gars émotif, c'est vraiment pas la bonne place. À Montréal, en tout cas, pour ça. Tu sais, Gainé n'était pas un gars émotif. Mais, ouais. Bon, bref. Pierre Gauthier, Pierre Gauthier, ça Monsieur Pierre Gauthier, ouais, c'est ça. Ça donnait pas cher côté émotion, là, mais non, c'est ça. C'est parce que je trouve ça quand même injuste de dire qu'on veut Patrick Roy parce qu'il accepte pas la défaite,
puis qui veut juste viser la victoire, mais c'est comme dénigrer le passage de Bergevin pendant toutes ces années-là, que s'il y avait un gars qui acceptait pas la défaite, c'était lui. Si c'était bien un gars qui voulait juste gagner, c'était lui. Puis il faisait des moves en ce sens, alors que des fois, il aurait peut-être dû faire des moves pour moins gagner, mettons. T'sais, on s'entend là-dessus. C'est ça. Je trouve ça paresseux, moi, de dire ça. Alors, moi, c'est la victoire à tout prix, peu importe ce qui arrive. Je veux qu'il y en ait un club gagnant à Montréal à cause de l'histoire et tout. Je trouve ça paresseux de dire ça, mais vraiment, vraiment beaucoup. C'est pas qu'il faut souffrir pour gagner, mais maintenant, t'as pas le choix de construire ton équipe. T'as pas le choix. Oui, tu peux acheter des affaires, mais il n'y a personne qui vient ici. Il n'y a personne qui veut se faire signer par le Canadien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun joueur à part Suzuki qui est le fun à jouer, que tu veux jouer, comme Toffoli disait. Il n'y a personne à Montréal que tu veux jouer avec. Ben, il y a Price, mais Price, c'est pas ton coéquipier de ligne. C'est le gars en arrière qui stoppe les potes. Fait que, tu sais, maintenant, faut que tu déconstruis, tu reconstruis un peu. Là. Je pense que comme, ce que Roy a dit, c'est plus un reset que lui, il voit pour le Canadien. Je suis pas complètement en désaccord avec lui. C'était vraiment la déconstruction. La reconstruction, OK, là, on joue ses mots, mais je pense que juste quelques effectifs à vendre, puis on serait capable de s'en remettre ça traque assez rapidement, mais bon, on verra. Changement pour changement. Vancouver a procédé à... En fait, on a mis la hache dans toute la direction au grand complet. On parle du DG, l'assistant DG, le coach, l'assistant coach. Tout le monde y est passé. C'est un gros ménage complètement différent de ce qu'il y a eu à Montréal. À Montréal, on s'est limité au GM puis au directeur de recrutement. Comment voyez-vous ces décisions-là à Vancouver? Est-ce que c'était vraiment un problème de DG par des décisions qui ont été prises dans le passé ou si c'était vraiment l'entraîneur qui n'était pas capable de faire fonctionner ce groupe-là? Ça doit être un peu des deux, mais en même temps, tu sais, je regarde l'alignement des Canucks, puis c'est un bel alignement, là. C'est pas un alignement digne de l'affiche qu'il y a en ce moment. Fait que c'est sûr que moi, j'ai tendance à jeter le blâme un peu sur l'entraîneur, mais d'un autre côté, tu sais, mettons, on peut dire la même chose de Montréal, que c'est pas un alignement qui va avec l'affiche qu'il y a en ce moment. Fait que, tu sais, je sais pas, honnêtement. Je suis pas assez les Canucks pour dire qu'est-ce qui fonctionne pas, mais clairement, il y avait quelque chose, là, parce que c'est une bonne équipe, là, sur papier, là. Puis je trouve qu'il y a un bon travail qui a été fait par Benning, mais c'est une situation très comparable à Montréal. Autant il y a eu du très beau travail puis des belles transactions, autant il y a eu des gros coups manqués au repêchage. Puis ça fait qu'aujourd'hui, l'équipe qui est sur la glace, parfait, fine, c'est une belle formation, mais ça pourrait être encore pas mal mieux. Je pense que c'est sur les coups, sur le long terme, qui ont été manqués. D'accord avec toi. Au niveau du repêchage, juste ça, ils ont quand même liquidé des choix, des espoirs dans les dernières années. Puis je pense qu'ils avaient quand même confiance en Benning. Parce qu'ils l'ont laissé quand même signer les gros joueurs cette année, Hughes puis Pedersen. Donc c'est sûr que le propriétaire devait être impliqué dans les négociations parce que à cause de la fiche de l'équipe et tout, un peu comme Suzuki. Ça a beau se faire avec Bergevin, je suis pas mal sûr que Molson a dit oui à signer un gars pour autant longtemps, pour autant d'argent. Mais tu sais, moi personnellement, tu sais, il était probablement le temps juste de changer d'air un peu dans la formation. Là, Marc Bergevin est dans les rumeurs, évidemment, pour aller à Vancouver. Moi, je pense qu'il pourrait faire un très bon travail avec eux autres. Je pense aussi. Surtout s'il n'y a même pas Timmins. on verra avec Timmins. Vancouver a scrappé quand même son avenir en voulant gagner tout de suite. Fait que, tu sais, en voulant aller chercher des Ekman Larson, des Garland, des J.T. Miller, qui sont d'excellentes acquisitions. On s'entend, moi, regarde, tu sais, ils ont bâti autour de Peterson puis de Hughes. C'est bien correct d'avoir procédé ainsi, sauf que là, ils ont scrappé un peu leur avenir. Mais tu sais, Marc Bergevin serait le genre de DG parfait justement pour remédier à ça, là. Je suis d'accord avec toi. On s'entend que là, l'équipe est quand même assez mûre pour aller vers les séries, pour aspirer en série à chaque fois. Puis, tu sais,
on va quand même vouloir aller chercher des choix repêchage. Fait que c'est le genre de stratégie, en fait, que Marc Bergevin, il a quand même été maître là-dedans à Montréal, là, de pas scraper le présent puis de pas scraper l'avenir tout en allant chercher des petits choix par-ci par-là. Je pense que ça pourrait être un bon candidat. Est-ce que ça va être le cas? Puis même plus loin que ça, oui, à court terme, ça peut être ça, la stratégie d'aller rechercher un peu de pic, un mini reset, là. Puis après ça, justement, Bergevin, qu'est-ce qui a été bon pour faire à Montréal? C'est d'aller chercher des bons joueurs de soutien intéressants qui ont amélioré l'équipe, que ce soit des gars robustes, des gars d'énergie ou juste du secondary scoring intéressant. Bergevin est bon pour ça, pour aller chercher ce genre de gars-là, souvent à petit prix. Ce qu'il n'y avait pas à Montréal, c'était des joueurs vedettes. C'est ça. Puis ça, il n'a pas été capable d'aller en chercher. Il n'a pas été capable. Là, sont déjà à Vancouver, ces joueurs-là, en Pearson, en Quinn Hughes. Moi, je pense vraiment que Bergevin peut être un très bon candidat, justement parce que là, il les aurait, ces joueurs vedettes. Puis sa job, ça serait de construire autour de ça. Puis de construire aussi devant un excellent gardien en Demko. Il va échanger Brock Besser aux Canadiens. Ouais, contre Price. Contre Price, let's go. Il va aller chercher Gallagher. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, pour ajouter des Ben Sherratt, des Joel Edmondson, il manque de grit à Vancouver. Je trouve personnellement qu'il manque de grit à Vancouver sur la profondeur. Donc, des gars comme Sherratt, ça fait la même, ça serait intéressant pour eux. Là, je parle pas qu'ils vont les échanger avec Vancouver, mais je parle juste du type de joueur qui manquerait. Là. Ben Sherratt à Vancouver, je trouve qu'il serait vraiment, vraiment bon. Mais c'est juste une petite parenthèse. Là. Mais moi, personnellement, je trouve vraiment que c'est un candidat qui fit avec Vancouver. Juste pour les petites acquisitions, là, pour les remettre sur la track. Puis, cette année, est-ce que c'est trop tard pour cette année? Pas encore, mathématiquement, mais ça commence à presser. Montréal, on a procédé à des changements parce que le club va vraiment pas bien. Puis on n'était pas satisfait de la direction de l'équipe. On a mal ciblé des besoins dans le passé. On a mal ciblé les moments d'échanger des joueurs. Le recrutement fait largement défaut, donc on a décidé de limoger Bergevin, Timmins, puis Paul Wilson pour je ne sais quelle raison. Là. À Vancouver, on a décidé tout simplement de tout congédier tout le monde, en fait, parce que c'est des échecs par-dessus des échecs avec une formation qui ne devrait pas avoir d'échecs comme ça. On se tourne maintenant à Philadelphie. Philadelphie qui ont acquis des joueurs qu'on pensait vraiment que ça allait relancer le club. Là. Avec des Ryan Ellis, ils ont ajouté beaucoup de joueurs en défensive, en fait, parce que ça a toujours été la grosse lacune à Philadelphie. Puis avec la saison que Carter Hart a connue l'année passée, je pense qu'on voulait justement solidifier la défensive pour y donner une meilleure chance. Jusqu'ici, ça marche pas. Les Flyers, ça ne fonctionne pas. Max, tu pourras en parler parce que c'était écrit là-dessus, mais je pense qu'il y a un certain problème d'identité dans le club. On a congédié Alain Vigneault, on a congédié Michel Therrien. Pour l'instant, c'est Mike Yeo qui prend l'intérim, en fait, comme coach. Comment expliquer les déboires des Flyers depuis l'année passée? Un club qui, un peu comme les Canucks, devrait assurément être plus haut au classement. Là. Max, je te laisse la parole parce que tu as écrit là-dessus, en fait, sur les propos de Claude Giroux. Je prétendrai pas avoir regardé bien des matchs des Flyers cette année. Là. J'en ai pas regardé tant que ça. Là. Si j'en ai regardé 2-3, c'est bien beau. Mais je me fie aux propos de Claude Giroux, capitaine de l'équipe. S'il y a bien quelqu'un qui connaît le club, je pense que c'est lui. Puis il l'a dit clairement, on n'a pas d'identité. Puis un club pas d'identité, ça va nulle part. T'as beau avoir du talent. Si t'as pas d'identité, si tu te cherches, bonne chance. Fait que tu sais, puis là, Claude Giroux répond à ce qu'il a dit. Il y a 2 buts en première période à soir contre l'Avalanche. Puis j'ai hâte de voir la fin du match, puis j'ai hâte de voir les prochains jours pour les Flyers, parce que tu sais, on est juste en bas d'une fiche de 500 en ce moment, puis ça nous place pas si loin là, d'une potentielle place en série. Là. On a joué moins de matchs que la plupart des équipes, puis on est vraiment pas tant loin derrière. Fait qu'on est encore là. On n'est pas sorti de la course comme les Canadiens. Là. On est là. Puis tu l'as dit avec les acquisitions de l'équipe,
cet été, il n'y a pas de raison que ce club-là participe pas aux séries. Il n'y en a pas. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment l'équipe va répondre. Giroud, il a dit que le congédiement de Vigneault puis Terrien, c'était un wake-up call, là. C'était, OK, les boys, c'est le temps qu'on allume, c'est le temps qu'on trouve notre identité. Je pense que ça va prendre plus qu'un assistant-entraîneur qui devient entraîneur par intérim pour ça. Je pense pas que la solution soit de garder Yo. Je le connais pas, là, je connais pas pas l'impact qu'il y a sur l'équipe, mais je pense que si on veut vraiment un électrochoc ou un wake-up call, ça va prendre un nouveau coach qui rentre. Mais c'est une équipe talentueuse. Là. Moi, sur papier, c'est une de mes équipes préférées sur papier de la LNH, honnêtement. Là. Je trouve tellement que c'est un beau club de hockey. Là. Fait que je suis déçu. Puis je pense tout le temps que c'est une équipe. Je regarde cette équipe-là sur papier, puis cette équipe-là rentre en série. Là, je dis toujours que c'est une équipe qui peut vraiment surprendre. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment on va réagir, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire niveau entraîneur. On ramène-tu Mike Babcock? Ça serait Babcock ou Tortorella. Moi, c'est les deux sur ma liste, c'est pas mal ceux-là. T'sais, on s'entend, la NHL a toujours la fameuse manie d'aller piger dans le sac entraîneur. Là. Je sais pas qui avait cette expression-là sur Twitter, mais c'est tout le temps ça. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Là. Fait que, c'est un cercle. Puis si c'est un problème d'identité, je pense que c'est deux gars qui sont capables de ramener ça. Moi, deux choses. Quand j'ai pensé, quand j'ai vu la nouvelle avait tombé, qu'il avait congédié Vigneault, puis quand j'ai lu ton texte aussi au niveau de l'identité, deux choses qui me sont venues en tête. Premièrement, c'est pour la même raison, je crois, que Alain Vigneault a été congédié des Rangers. Fait que je pense qu'à un moment donné, j'espère que les 30 autres clubs de la Ligue vont se dire que peut-être qu'il est temps qu'il aille à la retraite, là, parce que là, ça marche plus. Là. Sa philosophie marche plus. Mais il va sûrement se trouver un autre job parce que c'est dans les mêmes qui reviennent. Puis l'autre chose que je me disais, c'est moi, ben c'est depuis que Ron Hextall a été congédié de son poste de DG que les Flyers, ça va tout croche. Ouais, c'est le karma, ça. Ça, c'est vraiment le karma. Le gars, il avait un plan. Ils ont décidé de faire leur veto sur son plan. Depuis ce temps-là, ben, c'est de la merde. Hey, c'est depuis que Hextall est parti, les Flyers, c'est de la merde. Carter Hart joue mal. Là, c'est moins pire là, cette année. Il est revenu ça va mieux. Ouais, c'est moins pire. Avant l'année passée. La saison passée, c'était pas encore. Ah, c'est ça. Puis tu sais, tu vois, Hextall, c'était un plan pour l'organisation, mais c'était un plan pour Hall aussi, puis tout ça. Puis c'est le président qui a dit non, ça marche pas, ça me prend ce gars-là direct dans la ligue. Puis, fait que je pense que la mentalité du président, c'est un peu, on va rusher tout le monde parce qu'il faut gagner tout de suite. Tu sais. Puis là, je pense qu'il commence un peu à se tirer dans le pied avec ce plan-là. Là, la bonne nouvelle, c'est que Jeff Gorton a déjà congédié Alain Vigneault dans le passé avec les Rangers, donc il ne sera pas un gars qui va venir à Montréal. Donc, ben content de ça. Il y avait quand même du monde qui se plaisait. C'est vrai. Il y avait quand même du monde qui se plaisait aujourd'hui à envoyer Vigneault à Montréal, Terrien à Montréal. C'est tout le temps ça, hein? Fait que, c'est lourd. Non, à Vigneault, je pense que c'est pas mal funny, là. Sérieusement, là, ces équipes, on dirait que ces joueurs, ils perdent tout le temps son vestiaire, on dirait. Personnellement, je pense que c'est ça qui arrive. T'sais, à Vancouver, vers la fin, le monde ne l'aimait plus beaucoup. Là, à Rangers, c'est la même affaire. Le Flyers, c'est encore la même chose. Puis Terrien, c'est pas un gars super aimé non plus, si je me souviens bien, de ses joueurs. Donc, moi, quand ils ont engagé les deux, j'étais comme, boy. J'ai bien hâte que ça explose, puis ça vient d'exploser. Je me souviens, dans le temps que Vigneault était avec les Rangers, c'était surtout un problème de communication avec les jeunes qui étaient soulevés. Fait que c'est ça. Quand t'as des Morgan Frost, puis des Konechny, puis des gars de même que tu t'attends à quand même beaucoup d'eux dans le line-up, ben si la communication passe pas avec le coach, ça va pas bien. Exact. Ça serait pas mal le pire coach à mettre au CH. Là. Ah oui, c'est clair. Mais quoi qu'on lit beaucoup que Ducharme, il gère très, très pas bien les jeunes. Pour Ducharme, je veux pas la job d'un coach, c'est de gagner. Là. Ouais, non, de gagner. Fait que là, tu sais, avec le nouveau DG, le VP, j'espère que ce qu'ils vont faire, c'est un plan à tous les niveaux. Reconstruction, développement,
Puis la Ligue nationale, c'est une ligue de performance, oui, mais là, on n'aura pas le choix de développer les jeunes. Un peu, là. Là, tu sais, le faire jouer qu'à 5 minutes, 8 minutes, pas sur leur force, tu sais, m'amener. C'est peut-être pas le meilleur plan. Je suis pas un coach, je suis pas un DG, je suis pas un VP, mais il me semble que ça fonctionne pas tant que ça. T'sais, on en parlait beaucoup il y en a beaucoup qui en parlaient avec KK et tout. Mais tu sais, ça semble vouloir se répéter sur pas mal d'affaires. Donc, on verra ce qui va arriver. Mais j'espère que ça va être un plan établi pour tout le monde. Segment des petites chroniques individuelles. On va starter ça avec Max parce que si jamais tu te sens fatigué, c'est le gars il se lève à 4 heures le matin, pauvre travailleur. Non, mais si tu te sens brûlé, au pire, puis tu veux aller te coucher, il n'y a pas de trouble. On va te faire passer en premier, puis il n'y a vraiment aucun problème. Ça, Fait que tu nous parles des Sens ce soir. Je parle des Sens qui sont tellement une drôle d'équipe, qui ont une saison tellement weird. Puis la semaine passée, je vous aurais pas dit ça. La semaine passée, je vous aurais dit qu'ils ont une saison absolument atroce. Là, ils viennent de battre, coup sur coup, les Hurricanes de la Caroline et l'Avalanche du Colorado. Fait que là, tu te demandes, OK, qu'est-ce qui se passe avec les Sens? On revient à la semaine passée avant les 2 victoires. Moi, je voulais qu'il y ait du changement, que ce soit DJ Smith ou que ce soit Pierre Dorion, que ce soit les deux. Je sais qu'on est tôt dans la reconstruction, puis comme j'ai écrit dans un texte, personne s'attendait à voir les Sens dans le haut du classement cette année. Personne. Puis pas moi plus que les autres. Là. Mais je m'attendais à voir les Sens très compétitifs parce qu'ils l'ont été l'année passée. En fin de saison, les Sens ont été très bons l'année passée. Là, cette année, oui, il y a l'excuse de la COVID, puis ça, je le comprends parfaitement, puis il y a eu des blessures aussi, mais même sans ça, les Sens qui performent tellement, mais tellement pas à la hauteur de leur talent puis de leur potentiel, là, c'est... Fait que là, j'ai pas le choix de me dire, OK, il y a quelque chose quelque part qui cloche, là. Puis malheureusement, puis je sais qu'il y a beaucoup de fans des Sens qui partagent mon feeling là-dessus. DJ Smith a beau être un coach qui a l'air apprécié relativement de ses joueurs, qui a l'air d'un coach pour qui tu veux aller au bat, ben ça marche juste pas. Puis là, je parlerai même pas de certaines décisions de faire jouer des mauvais défenseurs à la place de bons jeunes défenseurs. Mais ce genre de décision-là, T'es en train de me faire étouffer, là, avec tes sous-entendus. Ce genre de décision-là fait comprendre c'est quel type de coach, assez old school. Puis je me demande vraiment si c'est le bon coach pour mener la barque des Sens à bon port éventuellement. Parce que c'est beau ce qui se passe en ce moment. Comme j'ai dit, personne ne voyait les Sens dans le haut du classement. Mais je voyais les Sens compétitionner pour une place en série, là, à ce point-là. Puis là, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça en ce moment, là. Je vais sortir les chiffres, là. Les Sens qui sont en ce moment avant-dernier de la Ligue avec 13 points en 22 matchs. Fait qu'ils ont joué 4 matchs de moins que le Canadien, puis ils ont 2 points de moins. Fait que pourcentage de points sont devant le Canadien. Là. Puis évidemment, il y a les Coyotes en bas de tout ça. Mais les Sens ne devraient pas être avant-dernier de la Ligue ou dans les 3 derniers de la Ligue en ce moment. Absolument pas. Pas avec le line-up que ça glace. Pas avec Max, la façon. Ouais. Ben, penses-tu, en fait, tu sais, on s'enlignait vers la façon de jouer et tout ça, mais penses-tu que les Sens, présentement, sont un peu victimes de... Tu sais, toute l'histoire du contrat à Ketchuk. C'est le sophomore à la deuxième année à Stoudzell. Là, il y a les histoires de gardiens de but. Tu sais, Matt Murray est rendu dans la Ligue américaine. Tu sais, comment tu places, mettons, ces morceaux de puzzle-là, des événements qui sont arrivés autour des Sens qui... Est-ce que ça a une incidence sur ses performances, tu penses? Brady Tkachuk, absolument pas. Brady Tkachuk qui joue comme un leader, qui a été nommé capitaine. Ça, pour moi, ça n'a pas eu d'incidence. Il a signé tôt dans la saison.
Mon pool remercie ça d'être arrivé d'ailleurs. Ouais, le mien aussi. Après ça, c'est sûr que quand vient les gardiens, c'est un point, là, c'est sûr. Parce que Murray, moi, je m'attendais à ce qu'il soit bon avec les Sens, honnêtement. Là. Il a pas été chanceux avec les blessures. On dirait qu'aussitôt que ça commençait à mieux aller, il se reblessait. Puis ça a dû être rough pour lui, là, parce que il revenait. Puis là, j'étais comme, on voit le vrai Murray qu'on s'attendait à voir à Ottawa. Puis là, il se reblessait ou quelque chose arrivait. Ça, c'est sûr, c'est plate pour lui. Là. Puis là, ce qui s'est passé avec le balotage puis la Ligue américaine, évidemment, lui, il est pas content de ça, clairement. Là. C'est clair. Fait que j'ai hâte de voir. Tu sais, pour moi, Gustafsson, c'est clairement le gardien d'avenir de cette équipe-là. T'as aussi Sogard qui est intéressant dans la Ligue américaine en ce moment. T'as Forsberg qui a volé le match face aux Hurricanes. Fait que tu sais, t'as des gardiens qui font le travail, là. Mais ça devrait être Murray en ce moment, puis ça l'est pas. Fait que c'est sûr que c'est une partie du casse-tête. Murray devrait t'avoir donné plus de chances de gagner certains matchs, ça c'est clair. On parle C'était quoi l'autre point? C'était la deuxième année de Stützle. Son sophomore. Ben ouais. Tu sais, présentement, côté production, c'est plus tranquille, mettons, que l'année passée. Ouais, production, oui. Mais là, j'ai délaissé un petit peu les scènes depuis l'épisode COVID. Là. Mais en tout cas, avant l'épisode COVID, il n'y avait pas de production, mais le jeu était là. Sur la glace, c'était beaucoup un manque de chance puis d'opportunité, là, d'opportunisme, parce que il jouait bien Stützle. Fait que ça, je me suis jamais inquiété avec ça cette année, vraiment pas. Je suis certain que ça va se replacer, puis même tranquillement, je pense que ça se replace déjà. Tu sais, pour les jeunes équipes, il y a souvent des manques de constance. C'était l'année passée, en fin d'année, ce qui était le fun, c'est que tout le monde travaillait sur la glace, allait dans le même sens. Tu sais, c'est un cliché du hockey, mais tout le monde travaillait dans le même sens. Ça paraissait pas que c'était une jeune équipe. On dirait que cette année, ils sont probablement mis de la pression. Ouais, peut-être. Pour faire les séries et tout, pour batailler pour être... Oui, vas-y. D'ailleurs, c'est drôle, tu dis ça, t'apportes la pression, moi j'ai pas le choix de prendre la balle au bon, là. Pierre Dorion qui a un peu... Il s'est quasiment excusé là, dans les derniers jours ou la dernière semaine en disant ouais, j'ai peut-être... Tu sais, quand j'ai dit que la reconstruction était terminée, ce que je voulais dire, en fait, c'était plus ça, c'était pas... On n'est pas rendu au point d'aller chercher. Fait que tu sais, il s'est comme repris d'avoir peut-être utilisé des mauvais termes. Il jouait avec les mots un peu, puis il expliquait qu'il va pas payer tout de suite pour améliorer l'équipe. Fait que tu sais, il s'est mis un peu les pieds dans les plats en mettant peut-être des attentes lui-même à son club qu'il voulait pas mettre nécessairement. Là. C'est ça. Je pense vraiment que ça a joué personnellement. Là. Puis tu sais, que c'est une jeune équipe, veut pas... il y a du grit quand même, mais pas tant que ça, tu sais. Il y a Tkachuk, là, tu sais, Tkachuk, on sait c'est quoi son grit, on sait à quel point qu'on l'aime bien, ce joueur-là. Mais tu sais, au niveau de la défensive et tout, même s'il y en a, ben, c'est pas des joueurs qui sont nécessairement bons à jouer au hockey. Tu le dis souvent, là, c'est pas tout le temps des gars qui sont... Tu sais, Zub, je l'aime bien. L'autre, là, le Suédois qui joue jamais, en tout cas, je sais pas c'est quoi son nom. Lui, ben, il joue jamais, fait qu'on le sait pas. Chabot, ben, tu sais, il y a trop de pression dessus, Chabot, là. Mais bref, tu sais, faudrait vraiment, je parle pas de plan, mais tu sais, DJ Smith, on dirait qu'il a comme ses limites un peu, là. Puis la pression n'a pas aidé et tout. Donc, tu sais, d'ailleurs, faut pas l'oublier, là, sérieux, là. Je vais nommer le défenseur qu'il fallait pas que je nomme, mais pas pour chialer rien, c'est juste pour donner un exemple, ok? Mettons un match, Chabot joue beaucoup trop de minutes. Ouais. Joue les 2 minutes de powerplay au complet. Pourquoi tu fais pas jouer Brandstrom pendant la moitié de ce powerplay-là? Tu sais, c'est le genre d'affaire qui me gosse de DJ Smith. C'est un surtaxage, puis c'est ça qui me gosse. Tu sais, en ce moment, ça me gosse, mais je m'en fous. À long terme, tu peux pas gagner en surtaxant comme ça tes joueurs. Fait que c'est là que je vois le style de DJ Smith, puis je me demande, j'amène la question, est-ce que c'est avec lui que tu veux gagner quand tu vas être rendu à gagner? Si la réponse est non, change tout de suite. Parce que tu veux le gars, en tout cas, moi ma vision des choses, c'est que tu veux un gars qui va grandir avec tes jeunes jusqu'au bout. Parce que si tu te mets à changer aux 2 ans puis à pas trouver ton homme, là, ça devient plate. Là. Comme les Flyers. Exactement comme les Flyers. Ouais. Tu sais, moi,
je comparais pas les deux joueurs, mais un peu la même situation. Petrie versus Chabot. L'augmentation de la pression sur ces joueurs-là, puis du surtaxage, tu sais ce que ça a fait à Petrie. Les 2 dernières saisons, c'est en série, il a pas super bien joué en série. Là. Puis il jouait beaucoup dans la saison, c'est la même chose. Puis là, il pète aux frettes parce qu'il y a trop de responsabilités. Il faut pas qu'il fasse ça avec Chabot. Bref, je pense que tu as raison sur toute la ligne, Maxime. Tantôt, on parlait que les Sens étaient une jeune équipe. Puis tu sais, c'est souvent facile de remettre ça sur le dos de la COVID parce que dans peu importe les sphères de la vie, la COVID a le dos très large. Mais tu sais, l'année passée, t'as une jeune équipe, t'as un Studio qui arrive dans la Ligue nationale, puis t'as d'autres joueurs aussi qui ont pas beaucoup d'expérience de saison complète dans la NHL. Puis tu vis une saison où tu te promènes juste au Canada, dans un horaire qui est plus facilitante au niveau des voyages, que les voyages sont de plus longue durée pour justement éviter les transports et tout ça. Là, cette année, tu tombes sur une vraie saison. Là. C'est une vraie saison, que tu te promènes dans les villes américaines, que tu te couches le soir après une game, puis que tu as un entraînement le matin, puis tu prends l'avion après ça dans l'après-midi pour retourner à ta prochaine destination. La réalité de la NHL. Moi, je pense sincèrement que ça a une incidence sur les Sens, puis ça fait partie de l'apprentissage à un moment donné. Ouais. Puis il faut qu'il passe par là. C'est même pas pour chialer. C'est correct qu'il passe par là présentement. T'sais, ça fait partie du développement des jeunes dans l'équipe. Mais si on vient complémenter avec le point que tu amènes, Max, si tu commences à surtaxer tes jeunes expérimentés parce que tu penses que l'équipe, faut qu'elle gagne, ben là, à un moment donné, c'est ça. C'est qu'à long terme, tu vas payer cher. Là. Puis tu vas récolter les pots cassés dans une reconstruction qui va finalement avoir pris le clos trop rapidement. Parce que, tu sais, j'ai toujours été le premier, ou en tout cas, j'ai toujours pas mal dit que la LNH, c'est une ligue de performance, pas de développement. Un de mes gros problèmes avec Smith, c'est qu'il a l'air tellement entêté à faire jouer les gars qu'il aime, avec des styles de jeu robustes qu'il aime, que même si un jeune fait mieux qu'un vétéran robuste, c'est le vétéran robuste qui va jouer. Fait que c'est même pas une question de performance ou de développement, c'est une question de lui, sa préférence personnelle pour un style de jeu quelconque. Puis c'est ça qui me gosse, parce qu'à ce moment-là, tu te rends pas service à toi, tu rends pas service aux jeunes, tu rends pas service à ton équipe, tu rends service à personne. Puis c'est ça qui me gosse de DJ Smith. OK, l'éthique de travail qui inculque aux jeunes, fine, c'est les Sens, il le dit souvent, puis il a raison. En tout cas, l'année passée, il avait raison. Cette année, c'est moins vrai. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bref. Les Sens, c'était une équipe difficile à jouer contre. Vraiment pas le fun à jouer contre. Ça frappait, ça back-checkait. Les Sens, en fin d'année passée, c'était vraiment le fun à regarder aller. J'ai pas manqué beaucoup de matchs. Là. Même, je me demande si je n'ai manqué là, des matchs des Sens l'année passée. Là. Il était le fun à regarder aller. Puis là, cette année, je sais pas ce qui s'est passé. C'est le même coach. Théoriquement, c'est des jeunes qui ont grandi. Matt a 1 point. La COVID a 1 point. Les blessures ont d'autres points. Mais en général, il y a des décisions de DJ Smith que je trouve inacceptables. Puis je me demande vraiment jusqu'à quel point cet homme-là va être l'homme de confiance. Puis s'il le reste, je me demande à quel point ça peut être peut-être néfaste pour les années qui seraient censées être les bonnes années de ce club-là. Puis tu sais, l'année passée, ils ont commencé à être bons quand mathématiquement, c'était quasiment impossible qu'ils fassent les séries. Donc, plus de pression. Ils sont mis à gagner. Donc, à se rapprocher des séries. Là, en ce moment, est-ce que ça va arriver, ça aussi? Ça se pourrait très bien. C'est que là, on fera pas les séries, fuck it. OK, plus de pression, les joueurs commencent à mieux jouer. Sans pression, puis à pas se casser la tête. C'est peut-être DJ Smith aussi qui a de la misère à dealer avec la pression de gagner. Ça se peut très bien aussi qu'il y ait de la misère. Fait que, bref, on verra bien ce qu'il va donner, mais ça s'annonce pas très bien pour l'instant. Merci, Max, pour ton sujet de ce soir. Ouais, petite main d'applaudissement. Pascal, tu veux-tu enchaîner avec ton sujet? Max, tu veux-tu aller te coucher ou tu restes avec nous? Hey, honnêtement,
Honnêtement, je voulais pas aller me coucher, mais on dirait que pendant ma chronique, la fatigue m'a fessé. Là. Ah, quand tu passes ton Pas de heure, problème. c'est bien correct. De toute façon, c'est comme si on avait reçu un invité ce soir. Fait que pour les gens à la maison, on va remercier l'Archie, notre invité de ce soir. Non, mais c'est bien correct. Hey, good, fait que merci beaucoup les boys, c'est toujours un plaisir. Yes. Toujours un plaisir. On se reprend bientôt, puis un jour, qui sait, je vais peut-être me remettre à scouter. Je vous laisse là-dessus. C'est bon. Salut, Max. Fait que Pascal, donc, on va sauter à ta chronique, dans le fond, immédiatement. On va y aller avec les espoirs pour le trophée Calder. C'est ça que tu veux nous présenter? Ouais, j'ai regardé quelques matchs là, des shift by shift. Là, puis, j'avais déjà regardé des matchs pendant la saison un peu de chacun des espoirs, mais dernièrement, en fin de semaine, quand on m'attendait à ce qu'on ait un épisode cette semaine, donc ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est que j'ai regardé quelques matchs des 5 espoirs que je vais vous parler là. C'est quasiment plus des espoirs, là, c'est vraiment rendu des joueurs NHL quasiment établis. Il y a une surprise là-dedans que, sérieusement, j'ai comme, comment ça se fait qu'il y a autant de points? Mais bref, je vais me lancer. Donc, je vais commencer par le numéro 1. Celui pour l'instant qui mène la course, là, Lucas Raymond. Si vous avez regardé les matchs des Canadiens, vous l'avez probablement vu. Il n'a pas été à son meilleur contre les Canadiens. Mais en ce moment, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on ne le remarque pas tout le temps. C'est pas, mettons, Larkin ou Bertuzzi sur la glace, mais il est vraiment incisif. Il est vraiment bon pour être bon au bon moment, mettons. Et en ce moment, en tout cas, hier, quand j'ai fait mes screenshots de statistiques, il y a 10 buts, il y avait 10 buts, 12 passes, 22 points en 25 matchs, plus 3. Il y a 5 de ses points qui sont en power play. Donc, c'est pas toute sa production qui est en power play. Donc, j'aime bien ça. Il y a eu 3 buts en power play, puis 5 points au total. 58 shots. C'est un joueur qui a un excellent shot. Donc, bien content. Puis, il y a quand même un taux de conversion de 17%. Dans le fond, 17% de ses tirs se transforment en but. Donc, c'est quand même haut. Hein. Je ne sais pas s'il va être capable de transposer ça dans les prochaines saisons, mais quand même, ça demeure haut. Puis le Cy Young Gun cette année avec Upper Deck va être probablement quand même cher. Oh ouais. Il y a 17 minutes de jeu en moyenne, un peu plus que 17 minutes de jeu. Il joue plus que 2 minutes et demie par match sur le power play. Donc, tu sais, il joue sur le premier trio avec Larkin, Bertuzzi, mais on l'a vu un peu avec Fabry aussi, puis Larkin. Donc, tu sais, surtout au Canada, parce que Bertuzzi ne joue pas au Canada à cause de la COVID. Fait que ce gars-là, il s'est fait mettre sur le premier trio, puis il livre la marchandise solidement dans un club qui est pas tant solide. Fait que c'est vraiment une bonne nouvelle pour mais attends un peu, je t'arrête pour les Red Wings. Ils sont pas mauvais, les Red Wings. Cette année, c'est ça. Hey, j'ai fait un saut quand j'ai regardé le classement de la Ligue nationale. Les Red Wings sont en ce moment. Beaucoup plus haut que ce que je m'imaginais pour vrai. Là. La reconstruction est pas mal finie chez eux. Il reste juste à pas liquider la jeunesse, rajouter des éléments pour comme que le noyau poigne. Là. Mais Suter joue super bien. Il n'y a pas énormément de points, mais il joue bien au centre, sérieusement. Avec Suter, mais Suter, je sais pas comment dire. Zadina, il est un peu moyen. Mettons, Fabry en donne quand même bien à son équipe. Sider, que je vais parler plus tard, joue excessivement bien avec Ronek, avec les autres défenseurs, Sully, des Kaiser, tous ces joueurs-là. Ça va quand même bien, sérieusement, comme équipe, comme corps. C'est eux, ils ont une identité. Et eux, là, ça va bien sur la glace. Ils n'ont pas beaucoup de pression. On va y aller comme on va y aller. Puis si on gagne, on gagnera. Sinon, c'est pas grave. On dirait que le leadership dans cette équipe-là, d'en haut jusqu'en bas, est vraiment meilleur que les sénateurs. Là, je peux dire ça parce que Max n'est pas là. J'aime vraiment mieux le système de Détroit à tout point de vue que celui-là d'Ottawa pour avoir un meilleur club de hockey à long terme. Tu sais, les choix d'Ottawa, les jeunes joueurs sont super bons, mais on dirait qu'il manque un peu d'expérience en tant qu'organisation pour arriver à de quoi. Détroit, ils ont tout. Fait que ça va donner de quoi. Mais oui, moi aussi, j'étais content de voir 13 victoires, 9 défaites et 3 défaites en prolongation. Très étonné aussi que ça aille bien. J'ai regardé quelques matchs de l'équipe. Comme je disais, Raymond, sa constance est encore à travailler, mais 22 points en 25 matchs. Ça va super bien. On peut pas chialer sur ce qui se passe en ce moment, puis il y a un impact réel en formation. Tu sais, il y a beaucoup de recrues, comme mettons Caulfield, qui n'ont pas d'impact réel.
Evans a plus d'impact que Caulfield pour son équipe. Pas en série, mais même en série, ça allait super bien pour Evans. Puis Lucas Raymond, tu mets Caulfield puis Evans en même temps, puis ça donne pas l'impact qu'a Raymond. Il joue pas en désavantage numérique, Lucas Raymond, puis c'est bien correct. Il n'y a pas besoin de jouer là, même s'il serait capable, parce que c'est un gars assez bon dans les deux sens de patinoire. Ça viendra plus tard, au pire. Pour l'instant, aucune pression. Amuse-toi le kid, puis c'est exactement ça qu'il fait. Après ça, le deuxième, Trevor Zegras, qui est en feu dernièrement au niveau de sa production. Ça a commencé un peu tranquille, mais vraiment dernièrement, là, ça va super bien pour lui. Plus d'un moins un point par match là, dans les 5-6 derniers matchs. Là, bref, ça va super bien. Défensivement, c'est un peu difficile, là, mais bon, bref, c'est pas la fin du monde. Donc, 19 points en 23 matchs, 6 buts, 13 passes, moins 8, 24 minutes de pénalité. Donc, j'ai pas à regarder toutes ces pénalités, mais souvent, des pénalités un peu de lâcheté, un peu d'indiscipline. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même 0.83 de points par match. La majorité de ses points sont en égalité numérique aussi, mais il est quand même un spécialiste du powerplay, donc il a 5 points sur powerplay. 61 shots. Zegras, c'est un playmaker, mais il essaye beaucoup de lancer au filet et diriger des rondelles au filet. Il y a un taux de conversion de 9,8%, ce qui est pas super haut, mais c'est vraiment à cause qu'il essaye beaucoup. Il essaye beaucoup des petites feintes, des petits jeux vraiment rapides avec ses mains rapides pour faire des buts. Puis c'est louable, c'est bien correct. C'est Anaheim, c'est pas un gros club. Il s'amuse à la glace, puis c'est bien correct. Il est exécrable sur les mises en jeu, 41%. Ça va pas bien, sérieusement. Là, je parle statistiques, mais après ça, je parle surtout de ce que j'ai vu. Là. Je joue beaucoup sur le powerplay, je joue pas sur les avantages numériques. En ce moment, il va jouer plus avec Rackle et Henrik. Puis avec Milano, il a joué un peu avec Delaurier sur le quatrième trio, Milano puis Delaurier sur le quatrième trio. Mais généralement, il joue sur le top 6, puis sur l'avantage numérique. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là, sérieusement. C'est vraiment le genre de joueur que tu peux bâtir autour. Sa saison m'impressionne pas autant que Raymond, mais m'impressionne quand même un peu, parce que je m'attendais à ce qu'il ait la difficulté, parce que c'est un joueur de finesse surtout. Mais il réussit quand même à s'imposer dans les matchs en offensive, proche du filet, dans les mineurs, je trouvais qu'il allait pas assez au filet. Et là, ben, ça a comme changé un petit peu. Il utilise de la finesse pour s'en rendre au filet, mais de la bonne façon. Donc, bien content de voir ce qu'il fait. Est-ce que tu l'as vu jouer cette année, toi, Zegras? J'ai pas regardé Anaheim, non. J'ai vu des highlights, puis tu sais, je reviens sur ton point tantôt, tu sais, que c'est un playmaker, mais moi, les highlights que j'ai vus, c'était tout que des shots qu'il prenait, là, des shots dans le top. Puis tu sais, des tirs de loin quand même. Là, fait que j'étais impressionné, ouais, de l'apport un peu plus sniper, mettons, de Zegras, qui est peut-être pas quelque chose qu'on a vu, exemple, au World Junior des dernières années. Ouais. Puis je suis quand même content de tout ça, parce que c'était peut-être un sous-estimé un peu dans son jeu par la plupart du monde. Fait qu'il est capable de diversifier ses menaces, donc d'être moins prévisible, si on veut. Troisième joueur que je voulais parler, Michael Bunting, de Toronto. 17 points en 25 matchs. T'es pas allé pour Bunting? Non, je suis pas allé pour Bunting. 2 points sur l'avantage numérique, 51 shots. Il joue un peu plus de 14 minutes par match. Pas beaucoup sur le power play. Donc, tu sais, il devrait pas nécessairement avoir beaucoup de points, mais il joue la plupart du temps avec Matthews puis Nylander. Fait que c'est sûr et certain qu'il va accumuler des points avec eux autres. C'est un gars que j'aime bien dans les 3 zones. M'amène l'énergie. Aucun complexe à jouer avec des joueurs de talent. Tir au filet quand même correct. Là, dans le fond, 51 tirs au filet depuis le début de la saison. Donc, environ 2 filets deux tirs par match. Taux de conversion de 11,8%, ce qui est quand même correct. Là, c'est un peu plus que 10%. Dans les matchs contre les Canadiens et dans les autres matchs que j'ai regardés, c'est ça que j'aime de lui, c'est qu'il se complique pas la vie. C'est un gars qui a pris un long chemin quand même pour se rendre dans la ligue. Puis, il est chanceux en maudit de jouer avec Matthews puis Nylander. Il joue un peu aussi avec Marner de temps en temps avec Matthews, mais c'est vraiment plus avec Nylander et Matthews qui va jouer. Et écoute, ils ont essayé beaucoup de joueurs avec ces 2 joueurs-là, puis ça marche pas tout le temps. Et avec lui, mais ça fonctionne. Puis il est pas juste là, la palette à terre pour ramasser des points.
il va s'impliquer dans le jeu, il va ressortir de temps en temps. C'est pas un joueur de vedette, ce gars-là. S'il fait 60 points cette année, ça va être sa meilleure saison en carrière, probablement. Ça pourrait arriver parce qu'il joue avec 2 joueurs exceptionnels. Mais c'est ça. Fait que tu sais, je pense pas qu'il va gagner la rookie de l'année, la recrue de l'année, mais il est là, puis c'est pas pour rien, c'est parce qu'il joue bien. Le Michael Bunting, c'est le Chris Kunitz d'Austin Matthews. Ben, c'est pas compas tout. Non, mais c'est vrai. Très semblable comme situation. Le Chris Kunitz, le Pascal Dupuis, tu sais, des grinders qui ont pas nécessairement eu des carrières offensives, mais avec le bon fit, avec un gars comme Matthews, puis parce que tu sais, c'est bien beau, là, des gars comme Matthews, Marner, Nylander. C'est bien beau, ils sont super bons, ils récoltent des points puis tout, mais c'est pas toujours facile de jouer avec des gars de même. Puis je rajouterais McDavid aussi là-dedans, puis je rajouterais Crosby aussi. C'est des gars qui pensent la game tellement vite que des fois, là, on pense qu'un bon joueur avec des gars de même, ça va fitter automatiquement, mais c'est pas toujours le cas, là. Ça te prend des gars vifs d'esprit, ça te prend des gars qui ont des styles différents pour qu'au final, ça fasse une bonne chimie. Mais je pense que n'importe qui pourrait être bon avec Crosby, personnellement, parce que Crosby va s'adapter à n'importe qui avec lui. C'est une des choses que, personnellement, il sépare de Connor McDavid. Connor McDavid va jouer comme Connor McDavid, peu importe qu'est-ce qui arrive sur la glace. C'est correct parce que c'est le meilleur joueur de la ligue. Et Crosby, il était capable de faire n'importe quoi sur la glace, puis d'être bon, puis de rendre les gars à côté de lui vraiment bons aussi, puis de faire gagner son équipe. C'est ce qui, selon moi, fait la différence entre les balles à Coupe Stanley de Crosby, le DG aussi, là, puis McDavid qui n'a rien gagné encore. Bref. Le 4e jeu, je te fais sûrement plaisir là, parce que tu aimes beaucoup Crosby. Ah oui. Oh oui. Oh oui. J'ai des émotions dans mon petit pantalon. On enchaîne. Fait que le 4e prospect que tu voulais nous parler. Moritz Seider. Ouais. Qui est tellement le fun à avoir joué. Dans le fond, il cumule plus de 22 minutes par match pour un défenseur de son âge. C'est vraiment le fun à voir. 42 shots au filet en 25 matchs. Toute conversion de 7%, mais pour un défenseur, tu peux pas demander la mer à boire. Là. 6 points sur power play, ce qui est quand même haut, je trouve, pour 17 points au total. Là. Il joue beaucoup. Il joue sur power play 2 points, dans le fond, 2 minutes et demie par match. Sur le désavantage numérique, il n'est pas sur le premier piqué, il est sur le deuxième. 1 point, dans le fond, 1 minute 20. J'aurais pensé qu'il y ait plus de hits, mais il y a aux alentours de 37 hits depuis le début de la saison. Mise en échec. J'aurais pensé qu'il y en a plus que ça, mais lui, c'est mise en échec. Il y a une fois de temps en temps des open ice, mais la plupart du temps, il va utiliser son corps, un peu comme Owen Powers, qu'on en parlait souvent. Là. Il va utiliser son corps pour séparer le porteur de la rondelle et la rondelle sans un impact violent. C'est plus des contacts rapprochés avec les bras puis les hanches pour neutraliser un gars et non pas pour le renverser ou le foutre à terre. Fait que gardez ça en tête. Lui, son jeu offensif, 17 points, 25 matchs, c'est vraiment plus que j'espérais, sérieusement. Il est plus 3 en plus. 16 minutes de pénalité, ce qui est quand même vraiment bon pour ce genre de défenseur-là. Il va jouer avec De Kaiser, quand même pas pire, surtout sur le désavantage numérique, et avec Leddy aussi, mais c'est surtout avec De Kaiser qui va jouer, donc sur la deuxième paire. La première paire, c'est Leddy et Roenick, qui est 2 joueurs qui sont sensiblement du même profil, donc c'est un peu spécial, mais c'est ça pareil, puis ça fonctionne, donc on peut pas le chialer. Bref, Seider, what you gonna... Qu'est-ce que tu vois, c'est ce que t'as, dans le fond. Il y a le même joueur en Allemagne, en Suède, qui est dans la Ligue nationale de hockey. Il va être bon. Il va être là sur la première paire pour 10-15 ans avec Détroit. Ils s'en débarrasseront pas, sauf s'il y a des blessures d'impliquer. Et c'est un stud. Très, très bon défenseur. Très, très bon jeune. Quel choix. Bravo, Yzerman. C'est incroyable comment les Ducks et les Wings, propulsés par leurs jeunes recrues, ont des saisons vraiment surprenantes. T'sais. Puis c'est le fun à voir. Ouais. Puis c'est le fun aussi que de voir que reconstruire puis d'aller chercher du talent élite, ça peut fonctionner rapidement.
T'sais, c'est des bons exemples, ça, que des gars comme Zegras, Lucas Raymond, que même si à son année repêchage, Raymond avait tendance à baisser dans les listes, on en a parlé déjà, mais tu sais, ce gars-là restait quand même un talent élite pareil. Il baissait dans les listes parce que sa production en Suède n'était pas à la hauteur des Twitter Scouts, des affaires de même pis tout. C'est correct, on respecte ça. Chacun les rankings, mais reste que le gars était élite puis il n'a pas été choisi 4e pour rien. Puis on le voit là présentement, là, Détroit, là, ils fonctionnent vraiment mieux. Ils ont Serdar, ils ont Raymond. Anaheim, tu sais, c'est 2 clubs qui étaient censés finir fond de cale, là, puis avec leur recrue, ben, ils ont des saisons au-dessus des attentes cette année. C'est ça. Tu sais, c'est des formations qui ont décidé d'avoir un plan. Ouais. Un plan de reconstruction. Yzerman, c'est ça qui est implanté, puis Murray aussi, avec les Ducks, là, il est plus là parce qu'il y a eu des allégations contre lui, là. Mais ils ont eu un plan sur le développement puis le repêchage. Tu sais, un gars qui est repêché à mort. Tu sais, mettons, on va prendre un exemple là, d'un espoir que personne ne connaît, surtout puis moi, là. Carter Mazur. Il est un overager qui a été pris cette année. Moi, je le voyais à Détroit. J'avais écrit dans mon profil des mois à l'avance. Quand il a été pris, j'étais comme, bon, on dit que c'est logique. Ce gars-là, à Montréal, c'est un boss. C'est sûr et certain. Sûr et certain que sur Timmons, sous Bergevin, sous Bob Gainey, sous Pierre Gauthier, ce gars-là, il buste. Mais avec Détroit, Yzerman, ou même Anaheim, il y a une chance, ce gars-là. Puis, parce que c'est un gars, pas un gars de caractère, mais c'est un gars de talent, d'un peu de finesse, qui demande à être développé. Puis, ce qui est le fun avec Détroit, c'est qu'ils peuvent se permettre beaucoup de choses comme ça. Comme Edvinsson, c'est pas un espoir qui est tant évident à avoir dans son développement parce qu'il faut vraiment que tu travailles avec lui à cause de ses lacunes. Les Européens, en général, c'est pas facile à développer. Les Finlandais aussi, c'est pour ça qu'ils en repêchent pas non plus. Fait que tu sais, ce qui est le fun avec eux autres Détroit, c'est ça. C'est de monter d'avoir un plan bien monté, de le respecter, puis de développer tes jeunes sur plusieurs années. Puis c'est exactement ça qu'ils font. Anaheim copie un peu ce modèle-là depuis un bon bout, puis ça commence à fonctionner. Là, il faut que ces deux équipes-là commencent à shift up, puis ça fonctionne en ce moment, sans payer des joueurs. Ils font juste, normalement, laisser la roue tourner, si on veut. Ils auraient pu vendre plus d'effectifs l'année passée, mais il y a plusieurs équipes qui sont pognées avec le cap, fait qu'ils n'ont pas fait ça, puis c'est bien correct. Le prochain joueur que je voulais vous parler, oui, vas-y, excuse-moi. J'allais te mettre la table pour ton 5e et dernier joueur à nous présenter, donc vas-y. Je vais te faire peut-être te faire plaisir, je vais me faire plaisir à moi aussi, puis à quelques Québécois, Dawson Mercer. C'est pas un Québécois, mais c'est un gars qui a joué dans la LHJMQ. C'est un gars qu'on voulait en 2020 à Montréal, mais Goulet, c'est bien correct, là. Mais Mercer, ça demeure un joueur qui est en national en ce moment et qui joue excessivement bien à tous les niveaux. Il va jouer sur l'avantage numérique, un peu sur le désavantage, pas autant que je pensais, selon ce que son entraîneur a dit, là. Mais quand j'ai écouté les matchs, j'ai regardé les statistiques, il joue pas beaucoup sur le piqué, puis c'est bien normal, ça va venir. Il n'y a pas besoin d'avoir full de pression sur ce gars-là en ce moment. Comme je le dis souvent, amuse-toi, joue ton style de jeu, profite de tes coéquipiers, puis c'est bien correct. En ce moment, il va jouer surtout avec Jesper Bratt et Andreas Johnson. C'est un des trios qui a le plus joué ensemble depuis le début de l'année, puis ça fonctionne bien. Donc, tu sais, en 365 chiffres, là, c'est plus de 100 que le deuxième trio, mettons, le plus utilisé, la combinaison la plus utilisée. Ils ont 115 tentatives de tir. Tu sais, ça va bien ensemble. Il a joué un peu aussi avec Tatar, mais très brièvement, juste 98 chiffres. Fait que, tu sais, avec Andreas Johnson puis Jesper Bratt, ça va bien. C'est bien correct. Et je pense que c'est le 3e trio. Puis c'est bien correct comme ça. L'année prochaine, il montera au pire, puis c'est bien correct. Vas-y. Tu veux dire de quoi? Non? Okay. Non, ben j'allais juste ajouter que les Devils doivent être quand même assez satisfaits parce que, tu sais, que l'unité de ce trio-là marche bien parce que, tu sais, Bratt, son développement, il est plus lent un peu. Puis Johnson, les Devils l'avaient signé en se disant que ce gars-là avait bien joué avec Toronto. C'était un bon joueur de profondeur, talentueux, donc il y avait quand même certaines attentes à son égard. Puis l'année passée, ça a été
assez difficile. Là. À la limite, je pense que les partisans des Devils étaient peut-être bien déçus de cette signature-là, même si c'est quand même pas une signature à 5-6 millions, mais quand même. Fait que, la part de Mercer devient importante dans cette unité-là. C'est ça. Tu sais, ce qui est bien avec Mercer, c'est que tu peux jouer sur n'importe où dans ta formation, puis il va rendre ses coéquipiers meilleurs. C'est vraiment un joueur qui va être capable de rendre ses coéquipiers meilleurs, qui va être comme un peu un ciment pour un trio, si vous voulez. C'est un gars qui est capable... C'est pas une vedette, là. Moi, personnellement, je le trouve pas comme une vedette. Mais il a du talent, il est capable de jouer avec n'importe qui, de lire le jeu super bien, il est intelligent, il est responsable. La rondelle lui colle à la peau. Fait que, tu sais, ça a pas le choix de bien fonctionner pour lui. Il y a du leadership. Fait que, tu sais, c'est le genre de joueur parfait pour un milieu de formation. Capable de jouer avec des joueurs de talentueux, donc sur le premier trio aussi. Et c'est probablement plus un gars qui va faire sa carrière sur le deuxième trio. Tu sais, t'as Alexander Holtz, là, qui est un gars hyper talentueux qui va jouer avec lui à droite. Lui, probablement, qui va jouer au centre, là, Mercer, éventuellement, parce qu'il va l'air vouloir l'utiliser au centre. Qui est pas super bon, c'est mis en jeu, mais ça viendra au pire, c'est pas grave. Mais c'est une autre équipe à surveiller avec Anaheim puis Détroit, là. Ce qu'on est en train de faire au New Jersey, là, j'aime bien ça. Donc, 22 matchs, 14 points, 6 buts, 1 point sur le power play. Donc, c'est vraiment à égalité numérique en plus qui va chercher ses points. Il est plus 6. Il joue 16 minutes par match, plus que 16 minutes par match, 44 tirs, pas loin de 14% de taux de conversion de son tir. Donc, ça va bien pour Mercer. Puis je suis excessivement content parce que c'est vraiment un bon kid, sérieusement. Goulet va en être un aussi, mais Mercer, c'est une coche. Si tu es capable d'aller chercher un bon nombre de tes points à 5 contre 5, du moment que tu vas embarquer sur le powerplay, on s'entend que c'est juste une question de logique. Là. Le tempo est plus soft, tu as plus d'espace. Fait que automatiquement, si tu te débrouilles à 5 contre 5, là, tu vas avoir une très belle carrière en Ligue nationale. Il joue 2 minutes par match en moyenne sur le powerplay, surtout dernièrement. Fait que de plus en plus, son coach il fait confiance. Fait que 16 minutes, tu peux-tu demander plus à un jeune? 16 minutes, c'est vraiment bon, sérieusement, pour un gars de son âge qui a été repêché en 2020. C'est super bon. Goulet, ça va être ça l'année prochaine, probablement, si tout va bien. Mais en défensive. Donc, ben hâte de voir Goulet, là, mais pour l'instant, Mercer, c'était le tout pour ma chronique. J'espère que vous avez aimé ça. Oui, petite main d'applaudissement. Je vais sauter à la mienne. On va closer là-dessus. Dans le fond, moi, je voulais vous parler de Jack Eichel. Que c'était un sujet que je voulais aborder dans un des podcasts qu'on a fait, puis finalement, ça m'a sorti de l'esprit en raison de la fatigue. Fait que je reprends le sujet aujourd'hui, surtout parce qu'il y a eu une information à l'effet qu'il était de retour à l'entraînement plus rapidement que ce qui était anticipé. Est-ce qu'il va revenir au jeu plus rapidement? Ça, il n'y a pas encore d'informations là-dessus, mais présentement, il patine. Il patine pas avec l'équipe, je pense. Je pense qu'il est quand même de retour sur la patinoire. Entraînement individuel, je pense, de mémoire. Bref, son timeline est plus avancé. À la base, son retour était censé être après les Olympiques. Fait que, pour la saison régulière, déjà avant l'opération, c'était ce qui circulait là, que Jack Eichel va revenir au jeu avant les séries éliminatoires. Maintenant, quand il va revenir, où on le met? Moi, c'était ça la question que je me suis posée. Puis j'ai fait un texte le 12 novembre à ce sujet-là. Puis le titre s'intitule « Jack Eichel et si le scénario attendu ne se passait pas comme prévu ». Puis je m'explique. Je m'explique, c'est que quand Jack Eichel a été échangé aux Golden Knights de Vegas, plusieurs... puis c'était tout à fait légitime de dire ça, là, on s'entend, là, mais tu sais, plusieurs commentaires étaient que enfin Vegas avait son premier centre. Le trio Stone, Eichel, Pacioretty, meilleur trio de la Ligue nationale, alors que les trois n'ont même pas joué ensemble encore. Tu sais. Puis c'est tout à fait légitime là, de dire ça. Là. Je suis pas en désaccord, mais loin de là. Sauf que c'est le fun, on en parlait tantôt. Tu sais. Il y a certains joueurs qu'on pense que ça va donc bien fitter, puis des fois ça ne fit pas. T'sais, on parlait de Michael Bunting tantôt. Son style de jeu,
ben ça fit avec Matthews. Alors que d'autres joueurs plus talentueux, ça fitait pas avec Matthews. C'est là que je veux en venir un peu avec Jack Eichel, en fait. C'est que dans mon texte, j'ai terminé en disant que Jack Eichel allait être le deuxième centre des Golden Knights de Vegas. Et je me suis fait un peu trasher dans les commentaires, mais tu sais, comme on dit, des commentaires des réseaux sociaux, qui ne trash pas dans les commentaires des réseaux sociaux? Là? Je veux dire, peu importe le sujet, on se fait tout le temps trasher. On devient habitué. Mais je vais y aller plus avec un argumentaire là, pour vous expliquer mon point, parce que lancer de même, c'est un peu random là, de dire que Jack Eichel est deuxième centre. La raison pourquoi je vois ce gars-là comme deuxième centre, c'est pas en termes de talent, mais c'est en termes de trio, en fait. Je sais qu'Eichel, c'est le premier centre de confiance. Je sais que ça va être lui qui va jouer en power play. Au final, là, il va jouer probablement plus de minutes que tous les centres. Là. Mais pour les trios en soi, je suis très loin d'enlever Chandler Stevenson du trio de Pacioretty puis Mark Stone. Ce gars-là, Stevenson, là, c'est un gars qui est fait parfaitement pour jouer avec des gars comme Pacioretty puis comme Stone. C'est un gars qui amène de l'énergie sur un trio, puis de l'énergie, c'est pas nécessairement la tranche de pain de Max Pacioretty, mais ça prend un gars pour faire ce que Max Pacioretty fait pas. Ça prend un gars qui va dans le coin, qui donne la mise en échec, qui se sacrifie dans le coin pour faire sortir la rondelle de là. Puis ça profite grandement à Pacioretty là, d'avoir un gars comme Stevenson. Statistique, l'année passée, en fait, le trio de Max Pacioretty, Chandler Stephenson et Mark Stone ont joué 2568 présences ensemble. C'était un trio qui revenait tout le temps. Tout le temps. J'ai pas noté les présences en powerplay, par exemple. Je pense que c'était un petit peu différent là, à ce niveau-là. Là. Je suis pas convaincu que Stevenson jouait en powerplay, mais là, je parle de présence totale, que ce soit à 5 contre 5 ou en powerplay. On parle d'un apport offensif de 49 buts marqués pour ce trio-là, puis ils en ont accordé seulement que 21. Ça me parle vraiment beaucoup, là, parce que, tu sais, Mark Stone, c'est un gars qui est dans les discussions pour le trophée Frank Selke. Il revient régulièrement. On s'entend que Pacioretty sera jamais là-dedans, puis Stevenson non plus. Mais je trouve tellement que c'est le mix parfait. Tu sais, Pascal, quand tu fais tes trios là, à NHL, tu cherches tout le temps genre l'unité parfaite pour avoir tous les attributs, tu sais, qui fit, puis tout ça. Ben, ce trio-là, t'as Pacioretty qui est à mon avis, qui est un sniper, mais qui est quand même capable d'être un... C'est un gars qui a toujours été power forward jusqu'à temps qu'il arrive à Montréal. Ils l'ont essayé de le transformer en sniper. Ça reste un gars qui a un excellent tir. Moi, à mes yeux, Pacioretty, c'est plus un sniper. C'est un marchand de vitesse. Là. C'est un marchand de vitesse nord-sud, sniper, tu sais. Mais il n'y a pas de grit. Non, c'est ça. Il n'y a pas assez de grit pour que je dise que c'est un power forward à mes yeux. Fait que c'est pour ça que c'est peut-être... Tu sais, sa qualité première, je pense que c'est son tir. Fait que, tu sais, moi, automatiquement, je l'associe un peu plus à un sniper. Puis Mark Stone, ben, il fait tout de bien, sa patinoire. Il va jouer physique. Ouais, il a une vision incroyable. Il est excellent. Puis Stevenson, c'est le petit grinder rapide qui est aussi capable de marquer des buts, qui est aussi capable de repérer ses alliés. Fait que j'ai vraiment... Son absence a fait mal en série. Son absence a fait mal en série. Puis cette année, c'est l'absence de Pacioretty puis de Stone qui aurait pu lui faire mal à lui. Et pourtant, Stevenson, il marchait très bien avec tout le monde. Exact. C'est vraiment, là, tu sais, la fameuse expression qu'on utilise beaucoup sur le podcast, là, le petit couteau suisse. Stevenson, c'est le couteau suisse des Golden Knights. Il joue sa game. Lui, il joue au hockey. Peu importe ce qu'il fait, là, le système, il va fonctionner dans n'importe quel, il joue au hockey. Fait que, c'est ça, ça fonctionne. Cette année, je le disais, Pacioretty et Stone ont été beaucoup blessés en début d'année. Non, pas Marchessault, mais je vais y en venir à Marchessault, en fait. Stephenson jouait majoritairement avec
Là, c'était au moment d'écrire mon article, là, fait que je sors les chiffres que j'avais en date du 12 novembre. Là. Ça a changé depuis, je vais y revenir. Stephenson a joué avec Dadonov et William Carrier en 94 présences, 3 buts marqués, 1 but accordé. Après ça a été avec Krebs puis Carrier, 62 présences, 2 buts marqués, 2 buts accordés. Puis là, je viens à Marchessault. Stephenson a bien joué, majoritairement sur tous les trios. Mais au centre de Marchessault et de Riley Smith, c'est l'unité qui fonctionnait le moins quand tu avais un Chandler Stephenson dans cette unité-là. 33 présences, ils n'ont pas marqué de but ensemble. L'unité qui marchait le mieux à ce moment-là, c'était Marchessault, Roy et Smith. Qui avait marqué 6 buts et qui avait donné une passe. Qui avait donné un but. Fait que c'est un bon différentiel. Okay. Tandis que quand tu mets un Marchessault, Carlson et Smith, on est à 5 buts marqués et 8 buts accordés. Fait que tu sais, le joueur qui fit le plus présentement, c'est Marchessault, Roy, Nicolas Roy et Riley Smith. Avec Stephenson, ça marche pas, puis avec Carlson, ça marche pas. Tu sais, Eichel va arriver. Là. Fait que c'est sûr que Nicolas Roy pourra pas rester sur le deuxième trio avec Marchessault puis Smith. Fait que c'est un peu pour ça que j'envoie Eichel sur le deuxième trio. Stephenson, ça marche plus ou moins bien avec eux, avec Marchessault et Smith. Mais ça marche vraiment, mais vraiment bien avec Pacioretty et Stone. Fait que, tu sais, Marchessault a un peu le même style que Stephenson, je trouve, là. Tu sais, Marchessault, il va manger les bandes, puis il va aller chercher, même s'il est petit, c'est un petit travaillant, puis il est tout le temps dans la face des adversaires, puis tout. Puis c'est peut-être pour ça que ça ne fit pas avec Stephenson, mais je pense que ça pourrait fitter très bien avec Jack Eichel, par exemple. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses là-dessus. Ben oui. Je suis vraiment d'accord avec toi. Puis tu sais, l'année prochaine, s'il joue avec Marchessault, Eichel, je pense que Marchessault pourra avoir une tige de bonne saison. Hey, je sais pas, hein. Ça va être assez monstrueux. Pour lui. Le pire, là, c'est que mon texte, je l'ai fini avec une petite phrase. C'est d'après moi, si on annonce à Jonathan Marchessault qu'il jouera désormais avec Eichel, sa réaction sera comme celle-ci. C'est genre un gif d'une célébration qui fait genre un wouh! Genre, puis il lève les bras en l'air. Let's go! Ouais, un bon let's go! Mais, fait que c'est un peu ça, tu sais. Eichel, c'est pas un deuxième centre, là. C'est un joueur étoile à mes yeux. Ouais. Enlève les histoires de c'est pas un bon leader. Puis Eichel, là, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Il n'a jamais été dans des environnements gagnants. À un moment donné, c'est normal que ça pèse. Et le gars, il produisait pareil offensivement. Fait que, tu sais, c'est pas un deuxième centre à proprement dit, là. Mais dans mon alignement des Golden Knights, quand Jack Eichel va arriver, ben, il va jouer comme deuxième centre sur la deuxième unité avec Marchessault et Riley Smith. Puis Stephenson va rester avec Pacioretty puis Stone. Puis dans les 5 derniers matchs des Golden Knights, Stone et Pacioretty sont venus au jeu. Ce trio-là a joué 126 présences ensemble. C'est l'unité qui a joué le plus souvent ensemble. C'est celle-là qui revient le plus souvent. Ils ont marqué 5 buts. C'est encore le trio qui a le plus produit. Ils ont donné 5 buts, par exemple, mais c'est pas dommageable. Ils ont dirigé beaucoup de tirs au filet. Fait que c'est encore l'unité qui fonctionne le plus avec Vegas. Puis après ça, l'autre unité qui fonctionne le plus, c'est encore Marchessault, Roy et Smith. Fait que là, tu sais, moi, je serais vraiment curieux de voir un Eichel dans cette unité-là, mais moi, je scrape nullement le premier trio de Vegas présentement. Je comprends parfaitement. Quelle acquisition pour... En fait, c'est une acquisition trade deadline. Là, ouais. Qu'il va probablement arriver juste avant la trade deadline. Il va juste falloir un peu arranger. La pause olympique va pas y faire pour ça. Là. Il va lui donner le temps d'arriver puis de jouer beaucoup de matchs. Il va lui donner le temps d'arriver puis de arranger l'équipe pour qu'il fitte au niveau salarial. Je n'ai pas regardé rien, mais il me semble qu'ils sont un peu à côté. Est-ce que ça va être Marchessault qui va partir ou Smith ou peu importe qui en défensive, là. Mais il va falloir qu'il y ait de quoi, il me semble qu'il va falloir qu'il arrive de quoi pour qu'il puisse rentrer. Là. Mais ce trio-là, tu le touches pas. Non, c'est ça. Puis j'espère que Marchessault va rester parce que son style fit trop avec Eichel, puis au pire,
il jouera avec Stone puis Pacioretty sur l'avantage numérique à la pointe, puis c'est tout. Je pense que Ils ont quand même Pietrangelo puis Theodore, mais bon. Mais je pense que pour cette année, je pense que les histoires de liste des joueurs blessés à long terme, puis tout ça, on va être capable d'arriver côté salarial. Je pense qu'on pourrait arriver à la fin de l'année puis respecter le cap salarial sans nécessairement avoir à échanger quelqu'un. Puis tu sais, Vegas ont toujours été bons là-dessus. À la limite, est-ce que s'il arrive mal pris à date limite, est-ce que ça va nécessiter d'échanger Dadonov, exemple, qui est Dadonov, correct, mais pour c'est ça, au pire, c'est pas si grave si tu veux te faire de la place. Mais je pense que je suis pas comptable, là, mais les équipes, on dirait qu'ils trouvent toujours le moyen, avec les rappels, avec ci pis ça, ils trouvent toujours le moyen d'arriver à la fin de l'année puis de répondre aux exigences du cap. Mais faut pas oublier que Riley Smith est joueur autonome sans compensation cet été. Fait que ça va le sauver pas mal. Ils seront pas obligés d'échanger Marchessault à l'été. Là. Fait que non, c'est ça. Fait que ça devrait être bon. Fait que je vais conclure mon point en donnant mon alignement offensif de Vegas. C'est impressionnant. Sérieusement, si c'était l'année passée, c'était une erreur de parcours. Là, on se cachera pas. Là. On se parle entre nous puis nos auditeurs. Là. On va être très honnêtes. Là. L'année passée, là, Vegas, c'était une erreur de parcours. Là. Vegas sortait Montréal. Là. Je veux pas être plate, là, mais techniquement, c'était eux qui gagnaient, puis ils se sont pas présentés. Ils ont pas bien joué, puis Montréal a bien joué, puis c'est le timing qui a fait ainsi. Mais Vegas ont l'équipe pour retourner à la Coupe Stanley cette année. Là. C'est clair. Ouais. Fait que pour mes trios... Pendant une couple d'années. Ouais, pour une couple d'années. Puis, fait que moi, j'en viens à dire, premier trio, Pacioretty, Stephenson, Stone. Deuxième trio, Marchessault, Eichel, Smith. Troisième trio, Dadonov, Janmark. On peut alterner entre les deux à gauche. Carlson et Keegan Kolesar. Après ça, quatrième trio, ben là, tu as Janmark ou Dadonov. Nicolas Roy, William Carrier. Gros trio de forecheck. Un bon alignement. Gros trio de forecheck pour le quatrième trio qui va manger les bandes. Nick Roy puis William Carrier, tu sortiras pas du coin intact. Là. Ils vont venir, c'est ça. Même Kolesar, c'est pas une fillette. Non, c'est ça. Fait que tu sais, moi je pense sincèrement qu'Eichel a sa place sur le deuxième trio, mais je suis persuadé un beau problème. Ils vont l'essayer. Ben oui, c'est un beau problème. Ils vont l'essayer avec les gars, là. Mais moi, j'ai tendance à penser que ça va moins bien marcher que Stephenson avec Stone puis Pacioretty. Ouais. Alors, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils l'ont en tête aussi. T'sais, c'est comme si tu ajoutes Shane Wright avec le Canadien. Oh, Pacioretty. T'as Suzuki sur le deuxième, Wright sur le premier. Oups! En tout cas, on n'en rentre pas là-dedans. Mais on va rêver. On jette du rêve. Ouais. On va jeter du rêve. On va mettre fin à l'épisode. C'était bien le fun. Un petit 1h15 là, de podcast. Toujours bien apprécié. On vous rappelle que nos épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes. Également, on a un épisode vidéo, comme je disais au début, du Top 32 sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à notre page Facebook de Tout sur le hockey. On prodigue beaucoup de contenu pour le repêchage via notre section TSLH Espoir. Puis, est-ce que j'oublie des choses? Non, ben écoutez, dans la description, vous avez le site internet pour Barbe Noire, vous avez nos comptes Twitter si vous voulez nous suivre. Puis, n'hésitez pas à partager le podcast quand vous aimez ça. Envoyez-le à vos amis. Donnez-nous des reviews aussi, des petits pouces, des étoiles sur iTunes. C'est toujours bien apprécié. C'est un peu comme notre paye à nous autres. Fait que c'est toujours bien apprécié. Fait que on va se donner un rendez-vous dans un prochain épisode. On devrait parler d'espoir dans les prochains épisodes. Le championnat mondial junior arrive. Fait que c'est soit qu'on fait un épisode sur les espoirs ou soit qu'on va sauter directement au championnat mondial junior parce que c'est quand même le temps des fêtes qui approche. Fait que les disponibilités seront peut-être pas les mêmes, mais bref. On a bien hâte de parler World Junior entre nous autres avec vous.